Je suppose que la plupart d'entre vous n'ont pas clairement en tête les faits relatifs à la vie et l'œuvre d'Antoine Wiertz. Alors je commencerai par en rappeler les grandes lignes. Wiertz est issu d'un milieu assez modeste, fils d'une femme du peuple et d'un père militaire. Et grâce au soutien d'un homme politique local, il part à l'âge de 15 ans étudier à l'Académie d'Anvers. À 22 ans, il remporte le prix de Rome. À Rome, il travaille principalement, c'est lui dans son temps à Anvers, il travaille à Rome principalement sur une toile de grande dimension, les Grecs et les Troyens se disputant le corps de Patrocle. En 1938, il rejoint Anvers, plein d'espoir et d'ambition. Il veut présenter son Patrocle au Salon de Paris en 1939, mais le tableau y arrive trop tard et l'année suivante, le tableau y est accroché en hauteur et peu visible et il est mal accueilli. Un critique note qu'avec le Patrocle, je cite, « Le pas du sublime au ridicule a été complètement franchi. » Voici une deuxième peinture de lui, de son temps de Rome, et il a écrit sur le coin gauche là, étude faite après nature. Vous allez voir pourquoi je montre cette peinture. Ok, de cette aventure parisienne, Wiertz tirera de la rancœur et une franche aversion pour la capitale française, aversion pour le public de l'art bourgeois, aversion pour la critique d'art. L'accueil réservé à son Patrocle lui montre clairement ce qui se passe lorsque l'art oublie son glorieux passé et n'est plus pratiqué pour lui-même, mais devient la proie des marchands d'art bourgeois et de la mode. Il écrit, je cite Wiertz, « Depuis nos peintres d'histoire jusqu'aux nos peintres de cabaret, tous travaillent pour la foule. Notre peinture moderne peut à bon droit porter ce titre « peinture bourgeoise ». Ne faites donc rien pour cette foule ingrate, faites tout pour l'art. Et il décide alors de ne plus participer au salon, de ne plus jamais vendre son travail, son véritable travail. Il peint toujours des portraits pour la soupe, mais il ne les signe pas. Il ne travaille pas pour le marché de l'art et le goût bourgeois, mais pour l'art et l'histoire. Et il opte ainsi pour le beau geste, le grand format. Il s'agit d'égaler, de surpasser les grands artistes du passé, Rubens, Michel-Ange, Raphaël. Et l'espace, et ça c'est important, l'espace mental où tout se joue, l'espace du temps de l'histoire de l'art, où il veut s'affirmer, c'est le musée. Depuis le début de sa carrière, Wiertz travaille à une œuvre avec laquelle, comme un tour de force, il pourrait remplir lui seul un musée tout entier. D'où l'exigence de faire ses preuves en tant qu'artiste universel et d'exceller dans tous les genres. Et il commence donc par peindre des scènes de l'Antiquité, peinture de l'histoire, scènes de l'Antiquité et de l'histoire religieuse, colossales, mais aussi des natures mortes, des trompe-l'œil, des nus classiques, des peintures de cabinet, des tableaux de genre, moralisateurs, des idylles, des allégories classiques, tout en réalisant aussi des sculptures. Et je vous montre sa production. Voici.
ça implique aussi que la production du Wiertz est assurément très diversifiée, mais en même temps remarquablement limitée en volume. Les grands tableaux, bien sûr, demandent beaucoup de temps, mais à part de cela, comme chaque œuvre est en quelque sorte un élément de preuve, il ne sert à rien d'en faire plusieurs versions qui s'accumuleraient inutilement dans l'atelier. Quelques chefs-d'œuvre attestant de l'excellence du maître dans chaque genre spécifique, suffiront. Antoine Wiertz veut s'affirmer dans l'histoire de l'art, ce qui implique dans la tradition académique de donner bien sûr la priorité à la peinture d'histoire, des sujets mythologiques, religieux, historiques, liés à des formats monumentaux, thèmes classiques, gestuels chargés. C'est impossible de décorer des intérieurs bourgeois avec de telles toiles. Sur l'œuvre de Wiertz dès le début, et consciemment, est donc quasiment invendable. Mais ce choix radical, cette cohérence et purisme, signifie de facto qu'il est totalement dépendant des aides et du soutien de l'État et qu'il ne peut exister en rebelle comme une sorte d'artiste officiel. Et l'auteur Hermann Grimm, qui visite le musée Wiertz pour la première fois en 1860, il écrira plus tard dans son essai Der Maler Wiertz que Wiertz a vécu, je cite, de l'aide de l'État du début à la fin. Et c'est effectivement le cas. Après son retour de Rome, Wiertz est d'abord soutenu par un ami, Pierre Wouters, qui, grâce à des liens familiaux, était en relation avec, je cite, des familles illustres et des personnes hautes placées. Et son principal contact était l'un des frères Rodenbach, 4 frères qui avaient combattu dans l'armée de Napoléon en Russie, tout homme d'affaires et d'homme politique catholique de premier plan de la jeune Belgique. Je vais vous montrer encore quelques images de sa production avant années 50. Et ça, c'est son contact, son premier aide officielle, disons. Le député Constantin Rodenbach veille à ce que Wiertz puisse disposer d'une église à Liège pour y peindre sa monumentale révolte de l'enfer contre le ciel. Et après sa mort en 1944, Wiertz s'installe à Bruxelles et après la mort de Constantin Rodenbach en 1946, le milieu politique libéral bruxellois, c'est-à-dire le milieu franc-maçon, reprend le parrainage de l'artiste. Et le principal contact de Wiertz était un homme de lettres, Charles Potvin, journaliste progressiste, anticlérical, nationaliste, aussi théoréticien politique, poète, dramaturge, historien de la littérature, et la figure de prominence du libéralisme du troisième quart du 19e à Bruxelles. Il était lié à l'élite politique et intellectuelle bruxelloise et il habitait comme Wiertz à Ixelles. Et c'est lui qui deviendra plus tard l'exécuteur testamentaire de Wiertz et en 1978 conservateur sine cura du musée Wiertz, le deuxième. Grâce à ces relations, Wiertz peut disposer de l'usine désaffectée des ateliers du Renard, où il présente en 1948 une nouvelle œuvre colossale, le Triomphe du Christ, qu'il montre aux mêmes dates que le Salon triennal de Bruxelles. Mais dans son usine, seules ses propres œuvres sont exposées. Cette peinture,
le triomphe du Christ est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et décidé de battre le fer tant qu'il est chaud, Wiertz profite de ce succès pour lancer son projet de musée à Ixelles. Il adresse en 1950 une question à Charles Rogier. Charles Rogier, ministre de l'Intérieur et chef du gouvernement à ce moment, et je cite, et je vous montre le texte, je cite Wiertz, adressant Rogier, la dimension de mes ouvrages, la ferme résolution de les conserver, le désir d'en créer de nouveaux sur des proportions colossales, tout me fait sentir la nécessité de construire un atelier vaste, commode et bien éclairé, mais ma fortune ne me permet point de faire construire un édifice. En conséquence, monsieur, je voudrais faire don à l'État de tous mes tableaux de grande dimension, s'il voulait bien consentir à pourvoir aux frais nécessaires à la construction d'un atelier. Et il pose deux conditions. Premièrement, le bâtiment dont les dimensions se prêteraient aux formes monumentales devrait devenir, après sa mort, propriété de l'État et être utilisé comme un musée ou espace d'exposition. Et deuxième condition, ces toiles devront, je cite, pendant ma vie et après ma mort, rester invariablement fixées au mur de l'atelier. Et Rogier, qui connaissait Wiertz depuis l'époque à laquelle il avait remporté le prix de Rome à Anvers, et qui était alors à la tête d'un gouvernement libéral homogène, a répondu positivement à la demande en dépit de fortes oppositions au Parlement. Et c'est ainsi que Wiertz a obtenu son musée, un vaste espace ouvert, 35 mètres de long sur 15 de large et 15 de haut, avec logement et jardin, un jardin qui sera agrandi encore par la suite en échange de davantage de peinture. Et le bâtiment est une imitation, c'est la salle de l'autre côté, le bâtiment est une imitation du temple de Paestum en ruine, et le jardin représente la géographie de l'Europe. Et dans les dernières années de sa vie, Wiertz envisage encore d'agrandir son musée avec 3 immenses salles. Le musée actuel ne serait que le vestibule, disons. Avec 3 salles, une pour les sculptures, une autre pour un cycle de peinture murale sur l'histoire de l'humanité et une dernière à l'imitation de Michel-Ange pour une représentation de la fin des temps. Alors, le musée Wiertz était connu et très fréquenté à Bruxelles, populaire et très fréquenté à Bruxelles, déjà du vivant de l'artiste. En l'année 66, un an après sa mort, il est repris dans le guide Baedeker et à partir de ce moment, il accueille un véritable flux de touristes, principalement anglais, américains, allemands et nord-européens, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et même Baudelaire était là. Les visiteurs ne s'y rendent toutefois pas dans un musée classique pour voir des peintures. Le lieu est bien davantage, et c'est sans doute une préfiguration des musées de notre siècle, un lieu événementiel, un espace d'expérience. C'est parce que Wiertz, qui ne vend pas son art, n'a pas besoin de collectionneurs, bien sûr, parce qu'un tableau n'a besoin d'un seul acheteur. Il a besoin d'attention, de notoriété, d'un public le plus nombreux possible, qui vient là pour regarder et découvrir, attiré par le spectaculaire, les histoires piquantes, les expériences. Et c'est ainsi que fonctionne le musée Wiertz. Lorsque Wiertz a terminé un tableau,
C'est annoncé dans la presse. Wiertz organise dans son musée des concerts de charité, des débats publics sur et contre la critique d'art. Il fait même construire des cabinets spéciaux de manière à ce que le visiteur puisse regarder le danger d'une inhumation, c'est ça. Le danger d'une inhumation précipitée à travers un judas pratiqué dans une cloison et des installations du même type pour faim, folie et crime. Faim, folie et crime, ça représente une femme devenue folle de faim qui fait cuire son propre enfant, ou pour la liseuse des romans, où l'on voit une femme nue à qui un diable caché glisse des romans. Dans un coin de l'atelier, il peint en trompe-l'œil un gardien faisant la sieste. Derrière une porte avec la mention « entrée interdite », le visiteur se heurte à une dame en tenue légère. Et Wiertz écrivait, et je cite lui-même, il parle de lui-même en troisième personne, Wiertz se créa un musée. Le musée de cet homme à qui l'on a tant reproché de faire de l'art gigantesque, de l'art inaccessible au vulgaire, est le plus fréquenté, le plus aimé de la foule et devient de plus en plus une œuvre populaire. Maintenant, c'est étonnant, c'est intéressant de noter que c'est exactement avec l'acquisition de son musée en 1952 que l'œuvre de Wiertz change de caractère. À côté, ou même à la place des œuvres qui s'inscrivaient dans son projet original académique, son projet d'émulation avec l'histoire de l'art, accordant sa volonté de remplir le musée de l'histoire de l'art, il crée désormais des tableaux qui sont très, très loin des genres classiques. Un art, nous pouvons dire, socialement engagé mais simpliste, sensationnel, sentimental et moralisant. Louis Watteau, c'est un ami de lui dont je parlerai dans un instant. C'est l'auteur du catalogue, premier catalogue important du musée Wiertz de 61. Louis Watteau classe les œuvres de Wiertz premièrement en série philosophique, série biblique, série mythologique et après une quatrième catégorie, nouvelle catégorie actualité. Et Wiertz est devenu un peintre célèbre, comme jusqu'à ce jour, d'abord par des allégories dites philosophiques, empathiques, politiques, pacifistes, et des appels pathétiques contre la vaine violence, etc. Mais surtout par ces toiles dites contemporaines, d'actualité, qui dénoncent des problèmes sociaux. Le tout mêlé dans le musée avec une espèce de soft porno, des femmes nues genre pin-up, avec des toiles quasi-religieuses, peuplées de diables tentateurs, des scènes illustrant le bonheur familial et l'amour maternel, et avec ça, bien sûr, les grandes toiles du début. Le musée de Wiertz ressemble plutôt à une sorte de tabloïd. Et Grimm a qualifié Wiertz pour ça d'arrangeur. À la suite de sa description de, c'est un tableau de Wiertz, l'annexion de la France à la Belgique ou du soufflet d'une dame belge, qui représente une femme menacée par un soldat français saisissant un pistolet et lui tirant une balle dans la tête. Et c'est un tableau que Wiertz souhaitait offrir en loterie aux femmes belges qui suivaient un programme d'autodéfense.
Grimm écrit « De telles scènes résolument théâtrales assorties d'un message politique ont dû avoir un effet stimulant, comme elles l'ont encore aujourd'hui. » Et encore, « Ces tableaux, faits pour être appréciés quel que soit le niveau d'éducation esthétique du spectateur, sont aussi grossièrement peints. Certains d'entre eux sont disposés dans l'atelier de manière à en potentialiser l'effet d'horreur. » Et pour finir, sur Grimm, Wirtz est un agitateur dont l'unique but est de satisfaire son ambition et qui a instinctivement senti ce qui touche les gens. Wirtz veut émouvoir. Ou une critique même plus... je vous montre premièrement cette production des années 50. Ce sont les 3 minutes après la mort. Ce sont les pensées d'un tête coupée que vous voyez ici. Ça, c'est la femme, la mère, qui est devenue folle de faim à cuisiner son propre enfant. Ça, c'est la Dame avec le diable, avec les romans de Dumas. Ça, c'est le suicide. Ça, c'est l'inhumation précipitée. C'est à propos du choléra. La force humaine n'a pas de limite. Ce sont les choses du 19e siècle vues du futur. Les petites choses. Et ces femmes, l'amour maternel, ces sculptures, avec le triomphe du Christ à l'arrière. Ulysses. Napoléon dans l'enfer. À droite, la femme belge qui se défend. Ça, c'est les parties jugées par le Christ. OK. Un autre critique, Théodore de Vence, quand, après avoir parcouru ces gigantesques pages, on descend vers les toiles qui occupent moins d'espace, on éprouve je ne sais quelle succession de sentiments étranges qui impriment au cerveau des vibrations pénibles et à l'âme de secousses violentes. Et chose singulière, ces toiles qui semblaient reléguées au second plan et n'occupées d'une position accessoire finissent par tout envahir et absorber absolument l'attention. C'est qu'en effet, on se croirait engagé dans l'un des cercles infernaux de Dante, dans la cité des pleurs, au milieu de la race des damnés. Vous avancez et de nouveau tourmentés se pressent autour de vous. On est tenté de se demander si, comme de Saint-André du poète florentin, M. Wirtz a voulu se faire un gibet de sa propre maison. Moi aussi, j'entendais pousser des gémissements et je ne voyais personne qui les fît. Une sorte d'air mort vous enveloppe et vous entraîne vers 2 espèces d'alcôves dont les étroites ouvertures sollicitent impérieusement votre curiosité. Derrière l'une se trouve l'inhumation précipitée, c'est-à-dire un léthargique qui vient de soulever dans une convulsion suprême le couvercle de son cercueil couché dans un caveau.
Il est impossible d'oublier, quand on les a vus, cette face livide, verdâtre, épouvantée, ce bras luttant contre une méprise de la mort pour ressaisir un peu d'air, un peu de lumière du doux monde. Si l'enterrement des vivants était passé en habitude, cette scène de revenants aurait une sérieuse valeur sociale. En vérité, quand on s'est heurté à tout cela, on est frappé de stupeur, on souffre. La pensée s'arrête, on étouffe, les oreilles teintent et l'on croit entendre murmurer à la ronde le chant des sorcières de Macbeth, le beau est horrible, l'horrible est beau. La question est bien sûr de comprendre ce tournant dans l'œuvre de Wiertz. D'où ce passage d'un art académique, héroïque et anti-bourgeois, tenté de culte muséal, à cet art populiste et sensationnel. La transition s'explique par un troisième milieu politique qui n'apparaît pas dans la littérature existante sur Wiertz, car il a été délibérément écarté par tous les biographes de son temps et est oublié depuis. Il semble en effet qu'au cours des 10-15 dernières années de sa vie, Wiertz était très lié au milieu révolutionnaire de gauche des proscrits français qui vivaient en exil à Bruxelles. Wiertz a certainement reçu une visite unique, semble-t-il, de Proudhon, mais le contact le plus important, le plus étroit et sans doute le plus décisif fut celui établi avec Auguste Blanqui et certains blanquistes. Blanqui lui-même séjourna à Bruxelles de août 59 à juin 60, et peut-être encore probablement chez Wiertz même en 65, c'est l'année de la mort de Wiertz. Il était en contact avec Blanqui, il connaît Blanqui, et deux collaborateurs très proches de Blanqui appartenaient en effet au cercle des intimes de Wiertz. La première s'appelle Julienne Seber, c'est une confidente de Blanqui qui se réfugie à Bruxelles en 51. Il habitait la Grande Place à Bruxelles, dans la maison même où Victor Hugo a résidé et écrit. Il avait là un petit shop de tabac. Et c'est chez elle, on a l'évidence, c'est chez elle que se réunissaient les pères du socialisme. Et elle accompagnera Blanqui lorsqu'il rentre à Paris à 61, après son premier séjour à Bruxelles. Elle sera jugée avec lui pour appartenance à une société secrète, fera 2 ans de prison et elle retourna à Bruxelles en 63. Le second blanquiste confident de Wiertz, c'est le médecin Louis Watteau. Il avait fait la connaissance de Blanqui dans la prison même. Il devient un de ses principaux soutiens. Et au terme de sa peine, en 1957, Watteau gagne Bruxelles et s'y établit comme médecin. Et c'est lui qui a publié en 1961 le premier important catalogue raisonné du musée Wiertz, précédé d'une biographe du peintre, avec de longues explications sur les œuvres. Et Watteau entraînera une longue correspondance avec Blanqui depuis Bruxelles. Et Wiertz est mort, Wiertz s'étendra dans les bras de Julienne Seber et de Louis Watteau. Et dans sa correspondance avec Watteau, Blanqui indique clairement ce qu'il attend de l'art et des artistes. Et les dernières périodes de l'œuvre de Wiertz, exactement depuis 1950, quand il a obtenu son musée, s'inscrivent parfaitement dans ses attentes. Blanqui souhaite que les littérateurs
Charles de Coster, même Watteau, et aussi les peintres, fournissent un art utilisable. Parce que le peuple opprimé n'a pas de vision politique. Il ne raisonne pas, il doit être mobilisé à travers des histoires sentimentales émouvantes. Blanqui écrit « Le roman athée, matérialiste et baigné de larmes, exclusivement humaine, serait une grande nouveauté et une grande conquête. Je crois que le moyen d'action le plus sûr aujourd'hui sur les masses. Le roman est devenu la pâture de première nécessité pour le peuple. Sous cette forme, le populaire avale tout. Le raisonnement l'ennuie. Le fait vivant et agissant le conquiert. C'est le plus puissant véhicule de propagande. Et il fait des suggestions à Watteau. Si vous recommencez quelques romans, prenez la Révolution pour terrain et montez un drame révolutionnaire, batailleur, pathétique, sentimental et athée. Rien que cela. Je ne demande pas grand-chose. Des idées sociales et révolutionnaires, des aventures, des batailles, des larmes, de l'athéisme, de l'anti-prêtre, etc. Il ne s'agit pas d'œuvres d'art, mais d'éducation révolutionnaire pour le peuple qui ne veut pas en écouter sous d'autres formes. Il est clair que la plupart des toiles que Wiertz a peintes au cours de ces 15 dernières années de sa vie ne correspondent plus à son projet de musée, mais répondent précisément à ce que Blanqui attend de l'art. Un art sentimental et émouvant au message clair. L'enfant brûlé illustre la pénurie des crèches. 3 visions d'une tête coupée est une réquisitoire contre la peine de mort. L'inhumation précipitée parle du choléra, faim, folie et crime, traite des conséquences que la pauvreté peut entraîner. Les choses du présent devant les hommes de l'avenir doivent faire croire au progrès et au potentiel humain. Le dernier canon, c'est un manifeste pacifiste et ainsi de suite. Il est clair que le catalogue raisonné de Louis Watteau ne s'attarde pas sur les œuvres colossales qui ont valu à Wiertz le soutien politique officiel accordé à son musée, mais qu'il se concentre sur les images de faits vivants et agissants qui ont attiré le grand public au musée. Dans son catalogue, Watteau souligne la philanthropie du peintre rebelle et son aversion pour l'esthétique bourgeoise, sa décision de rien vendre, mais, et le fait est, je crois, pleinement significatif, il n'établit jamais un lien explicite entre Wiertz et la cause politique bien concrète dans laquelle ils sont tous deux engagés. Watteau ne mentionne jamais les sympathies révolutionnaires ou politiques de Wiertz. Alors, le 18 juin 1965, Antoine Wiertz décède dans son musée atelier logement à Ixelles. Les funérailles sont un véritable événement quasi officiel avec grand cortège, 2 ministres pour fermer le cercueil. Le cœur de Wiertz est acheminé à Dinan, lieu de natal, par chemin de fer, placé sur un monument ayant la forme d'un antique sarcophage, transporté par la ville jusqu'à l'hôtel de ville, en passant devant sa maison natale, etc. Et après, les œuvres de Wiertz, des œuvres littéraires de Wiertz. Ah non, ça vient. Les œuvres de Wiertz et son œuvre photographiée aussi sont après publiées avec le soutien de l'État.
Louis Watteau écrit que Wirtz est mort dans ses bras, je cite, « Sa tête était appuyée sur mon bras et sur celui de Madame Sébert, une femme au cœur d'or qui le soignait avec moi. » Et c'est Julienne Sébert qui a fermé les yeux de Wirtz. Mais Watteau ne joue aucun rôle lors des funérailles. Blanqui apprit la mort de Wirtz à Paris et c'est Charles Potvin qui participe prominemment aux obsèques. Mais il n'est pas présent sur le lit de mort. Alors que Wirtz l'avait désigné la veille de sa mort comme l'exécuteur testamentaire et gardien de son héritage artistique, et non Louis Watteau. Ceci à grande frustration de Blanqui, qui trouvait que Potvin n'était pas assez radical et prompt au compromis, et Blanqui demandait à Watteau pourquoi Watteau avait laissé faire cela. Mais Wirtz avait probablement prévu qu'il ne pourrait pas attendre grand-chose de ses amis blanquistes pour sa réputation posthume et son héritage artistique, et qu'il tirerait davantage bénéfice des milieux politiques officiels, raison pour laquelle son choix s'est porté sur Potvin, à juste titre. Et Watteau l'a sans doute compris et accepté, il a respecté les apparences, et c'est Watteau qui après devient le deuxième conservateur sine cura du musée Wirtz. Et aussi Potvin, qui a compilé les archives de Wirtz avant d'en faire don à l'Académie royale et qui publierait avec le soutien de l'État les œuvres littéraires de Wirtz avec une longue biographie, lui aussi n'a jamais mentionné Blanqui ni les sympathies de Wirtz. Les contacts étroits et personnels ne signifient pas que Blanqui contrôlait Wirtz. Et cela ressort clairement de l'affaire du portrait. Et voici de quoi il s'agit. Entre novembre 1964 et début février 1965, Wirtz peint un portrait monumental de Blanqui, de 2 mètres sur 140 cm. Et il a également peint un portrait de Madame Blanqui. Et ce sont certainement les dernières œuvres de Wirtz. Alors en octobre 1964, Watteau écrit à Blanqui qu'il a vu un croquis. Et en février 1965, il écrit à Blanqui qu'il a invité les rédacteurs de certains journaux à un dîner, je cite, « L'occasion est une visite dans l'atelier de Wirtz pour y voir votre portrait qui est fini. » Et Watteau parle de peut-être la page la plus fière de Wirtz et promet d'envoyer rapidement une photo. Et Blanqui, qui n'a pas encore vu l'œuvre, mais en a déjà entendu des descriptions, n'est pas à l'aise. Et vous voyez le texte. Wirtz vient de faire une chose qui va soulever un grand scandale. Je suis un peu inquiet. Les honnêtes gens seront consternés. Que vont-ils dire? Que Wirtz est décidément l'homme le plus excentrique de la Terre et qu'il a dépassé les dernières limites du monstrueux et de l'extravagant en matière d'originalité. Comment ferais-je pour excuser les résultats funestes de son amitié pour nous? Vous ne doutez pas de la colère qu'elle provoquera, dans le Parti rouge surtout et chez les libéraux et partout. Et Blanqui reçoit en photo le 3 avril et est complètement consterné. Ce n'est pas un portrait en buste, comme Wirtz en peignait habituellement pour la soupe, mais c'est un portrait allégorique. Il représente Blanqui aperdu dans ses pensées,
adossé à son bureau, tandis que l'ange de la liberté lui tend une épée. Blanqui y voit l'épée de l'action. Blanqui s'attendait à un portrait de victime, mais n'y voit, je cite, pas de trace de cette captivité sans fin. Au contraire, le victime s'est mué en bourreau et dictateur, terroriste, homme de sang. Ce sera le cri général. Me voilà donc consacré par une grande œuvre d'art dans le rôle que me donnent mes ennemis. Et Blanqui est désemparé, ne sait pas quoi faire, quoi écrire à Wirtz, propose à Watteau de faire dire à Wirtz par une tierce personne que Blanqui est présenté là comme un buveur de sang, et il souhaite que Wirtz retravaille le portrait et veut que toutes les photos de l'œuvre soient détruites. Je cite, « Voilà certainement une grave affaire, funeste, fatale et compliquée de la reconnaissance due justement à Wirtz. » Et il termine en se lamentant, « J'ai toujours eu en horreur toute portraiture de ma personne. J'ai constamment refusé des artistes. » Et Watteau tente de calmer Blanqui par tous les moyens et les arguments et de le convaincre que les visiteurs comprendront l'œuvre, mais s'engage néanmoins à ne pas diffuser les photographies. Il avait également annoncé qu'il ajouterait une biographie de Blanqui d'une quinzaine de pages dans la seconde édition de son catalogue. Mais cette réédition ne fait même pas du tout mention du portrait. À la mort de Wirtz, le portrait de Blanqui, ainsi qu'un portrait de sa femme, était toujours présent dans la collection. Blanqui craint alors que son portrait ne se retrouve finalement au musée, mais Watteau peut le rassurer en expliquant que l'exécuteur testamentaire Potvin a déclaré publiquement que le décret régissant l'héritage de Wirtz à l'État prévoyait que le portrait devait en être retiré. Potvin ne voulait manifestement pas non plus que l'héritage de Wirtz soit revendiqué par les blanquistes si ce fameux portrait demeurait dans la collection. Alors, ça c'est une photo de Wirtz avec sa compagnie. Ce sont les deux publications sur Wirtz, sur lesquelles est fondée toute la recherche sur Wirtz. Il semble que Louis Watteau a effectivement conservé le portrait de Blanqui chez lui durant 45 ans. En effet, j'ai trouvé que le bulletin municipal officiel de la ville de Paris mentionne en l'année 14 que le docteur Louis Watteau souhaite faire don du portrait de Blanqui à la ville de Paris, à condition qu'il soit placé dans la salle de conseil de l'hôtel de ville. Cela s'avère matériellement impossible, mais, je cite, le service des Beaux-Arts estime que cette œuvre mérite de figurer dans la collection de la ville de Paris. La donation est donc devenue effective et le portrait se trouve aujourd'hui dans les collections du Petit Palais. Et le voilà. Voilà, c'est ça. Merci.